Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, toujours au cœur de l'actualité, les Gilets jaunes ou la révolution du pays réel. Extrémistes de gauche, de droite, révolutionnaires, monsieur ou madame tout le monde qui ne peut plus boucler ses fins de mois. Qui sont vraiment ces gilets jaunes? Quelles sont les raisons de leur colère? Contre qui ou contre quoi se révoltent-ils? Répondre à ces questions avec Charlotte Dornelas. Bonjour. Bonjour Charlotte Dornelas, on vous connaît bien, mais je vais rappeler quand même, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, vous êtes également chroniqueuse sur CNews et plusieurs autres médias. Alors pour commencer, Charlotte, évidemment, je l'ai dit, la première question que tout le monde continue de se poser, même après plusieurs semaines de mobilisation, qui sont ces gilets jaunes ? C'est un peu tous les gens que vous avez cités, je crois, à partir du moment où il y a d'abord beaucoup de gens dans la rue qui ont du mal, non seulement à se nommer des représentants, mais même à se représenter eux-mêmes, et que le soutien dans les sondages grandit au fil des jours d'abord, et malgré les violences sur lesquelles médiatiquement il y a eu, on a beaucoup insisté, et malgré l'intervention de plusieurs membres du gouvernement jusqu'à Emmanuel Macron lui-même, le soutien grandit. Donc quand il y a plus de 80% des Français qui soutiennent en tout cas cette colère, qui la trouvent légitime et qui attendent des réponses un peu concrètes, on peut se dire que c'est un peu tout le monde. Quand on a 80% de la population française, c'est difficile de dire c'est plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt à l'extrême gauche, plutôt à l'extrême droite. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une colère qui se nourrit depuis de longues années. On ne va pas tout mettre sur le dos d'Emmanuel Macron, mais il se trouve qu'Emmanuel Macron est un peu l'aboutissement d'un système politique qui, effectivement, dure depuis 40 ans, mais qui l'assume totalement aujourd'hui. Quand il dit on va garder le cap, c'est quand même relativement clair. Donc cette colère, évidemment, continue à s'exprimer. Mais savoir qui sont vraiment les Gilets jaunes, je pense que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre aujourd'hui. Alors, on a vu qu'il y avait deux questions. Finalement, il y avait la mobilisation, j'allais dire, active des Gilets jaunes, mais il y avait effectivement ce soutien de la population qui est grandissant. On voit notamment ces Gilets jaunes non pas portés sur les jambes, mais sur les plages arrière de voitures, sur les sièges de voitures. Et finalement, on se dit que cette France silencieuse, il y a encore une partie qui reste silencieuse et qui pourrait être poussée à bout suffisamment pour rejoindre le mouvement, rejoindre une activité plus tonique, j'allais dire, des rassemblements des Gilets jaunes. Pour autant, on a le sentiment, est-ce que vous pensez que ceux qui se rassemblent aujourd'hui sont ceux qui souffrent le plus et c'est ceux qui sont finalement au point de non-retour, quelque part? Alors, on a beaucoup parlé de révolution. Je ne pense pas qu'on en soit au stade de la révolution parce qu'il n'y a pas non plus... Il y a beaucoup de parallèles qui ont été faits, d'ailleurs souvent fallacieux, avec Marie-Antoinette et oui, compagnie. c'est ça. C'est assez fallacieux à mon avis parce que la situation d'abord est différente. Et puis parce que là, on est plus à l'état de révolte, effectivement. C'est encore un peu confus. C'est absolument nécessaire. D'ailleurs, je pense que c'est un peu un piège de demander en permanence aux Gilets jaunes d'avoir des revendications très précises au bout de 3 jours, de se nommer des représentants. C'est un piège naturellement puisqu'il y a un côté révolte populaire qui est confus et c'est à mon avis la force du mouvement comme sa faiblesse. Mais du coup, vouloir lui faire donner des réponses tout de suite, c'est politiser le mouvement au sens politicien du terme. Et donc, c'est évidemment commencer à le diviser en fait. Donc là, aujourd'hui, à mon avis, on est plus du domaine de la révolte. Il y a effectivement une révolte et une colère. Ceux qui sont capables de se mobiliser, de venir à Paris, même de participer à des affrontements avec la police, parce que sur les Champs-Élysées, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a eu la casse un peu gratuite des magasins, etc. Le soir, qui ont été tard, qui ont été faits assez tard et dont les auteurs, on va dire, sont des gens qui sont connus par la police, qui interviennent dans toutes les manifestations pour casser, etc. Mais il y a des affrontements avec la police qui, eux, parmi les gens qui affrontaient les CRS sur les Champs-Élysées, là, il y avait effectivement des gilets jaunes. D'ailleurs, on l'a vu dans les gens arrêtés. C'était la plupart des profils qui n'étaient pas connus de la police, qui manifestaient pour la première fois, etc. Ces gens-là, en fait, quand on leur demande, ils nous disent on n'a plus rien à perdre. Et ça, c'est assez nouveau. Pendant très longtemps, ça a été la colère populaire s'exprimait dans les dîners de famille, au bistrot, avec les copains, etc. C'est quelque chose qu'on entendait. Il suffisait d'aller voir n'importe où sur le terrain pour voir qu'il y avait beaucoup de gens assez énervés. Mais là, on passe dans une phase où, effectivement, les plus énervés sont ceux qui n'ont plus rien à perdre. Or, une partie de la population qui n'a plus rien à perdre, c'est toujours très difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça que la réponse du gouvernement est particulièrement déconnectée. C'est-à-dire que d'abord, ils ne se placent pas sur le terrain sur lequel les attendent les Gilets jaunes, d'une part. Et ensuite, voilà, ils expliquent bien que la colère n'existe pas vraiment, que, en fait, c'est simplement qu'ils ont mal compris. Je crois qu'au contraire, ils ont trop bien compris parce que, voilà, encore une fois, ça fait tellement longtemps que ça dure et que la colère sourdit en se disant... Finalement, je crois qu'aujourd'hui, plus qu'une révolte économique, c'est une révolte de sens, en fait. On a entendu des Gilets jaunes dire on veut bien participer à l'effort, c'est pas le problème de payer des impôts qui nous pose problème, mais c'est de payer des impôts pour un État qui nous prend pas en compte. Et on est en train de se dire, voilà, on a parlé pendant des années de majorité silencieuse, ou de majorité oubliée même,
la réalité, c'est qu'on avait raison, en fait. Cette majorité-là ne s'était jamais exprimée. Là, elle sort dans la rue. Et résultat, depuis une semaine, on se dit qui sont ces gens ? En réalité, ces gens, c'est tout simplement des Français, quoi. La plus grosse partie des Français qui n'en peut plus de nourrir un État qui les a délaissés, qui ne s'occupe pas de lui. La plus grosse démonstration, c'est finalement le démantèlement du service public avec l'obligation de prendre sa voiture pour aller à la première poste de son village. Le tout avec une augmentation des taxes sur le carburant. Donc c'est un cercle absolument vicieux où les gens se sentent totalement pressés. Complètement. Petit à petit, on a eu d'abord l'aménagement du territoire qui devait être génial. Tout le monde trouvait ça génial. Alors on a vu déjà les limites de cet aménagement-là quand il y a des inondations, par exemple. La bétonisation, on en a quand même beaucoup parlé. Donc ça a posé beaucoup de problèmes. Mais c'est toujours les mêmes qui payent. En l'occurrence, ce sont ces gens-là déjà qui étaient concernés par les inondations, aussi, qui est un problème écologique d'ailleurs. Et l'aménagement du territoire, ça a été également d'aller installer des grandes surfaces. Donc c'est la boulangerie qui ferme au milieu du village ou de la ville ou de la petite ville et des grandes surfaces à des kilomètres de là. Donc pour aller dans les grandes surfaces, il faut prendre sa voiture. En plus, c'est des gens qui ont été encouragés à prendre du diesel précisément pour des raisons écologiques dans ces dernières années. D'ailleurs, Emmanuel Macron faisait partie de ceux qui étaient contre l'acharnement contre le diesel il y a encore 2 ans, donc c'est quand même pas vieux. Là, aujourd'hui, on leur dit finalement, votre mobilité, on leur parle que de mobilité toute la journée et c'est des gens, alors on leur explique la mobilité, en fait, c'est être prêt à déménager. Enfin, c'est des gens qui sont de quelque part, ils n'ont pas nécessairement envie de déménager, de changer de voiture, ils en ont plus les moyens. On leur dit, mais on va vous donner 1 000 euros. Enfin, dans quel monde ils vivent, en fait, 1 000 euros, ça suffit pas pour acheter une voiture. Or, c'est des gens qui expliquent que le 15 du mois, ils sont déjà inquiets de ce qui va se passer le 17. Bien sûr. Donc, il y a une déconnexion totale, mais qui est aussi le résultat, et à mon avis, c'est ce qui nourrit, encore une fois, la colère, le résultat de décisions politiques dont, d'abord, ils ont été exclus même précédemment, et qui vont toutes les unes contre les autres. Et à la fin, on leur dit, tout repose sur vous, encore une fois, et sur votre portefeuille. Au bout d'un moment, ça ne pouvait pas tenir très longtemps. Alors pour terminer ce portrait entre guillemets des Gilets jaunes, peut-être faut-il s'intéresser également à leur couleur politique parce qu'évidemment ils ont été très diabolisés, entre guillemets diabolisés, parce que ça fonctionne de moins en moins bien, il faut quand même l'avouer. En tout cas pas dans les sondages. Oui, c'est ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc évidemment ils ont souvent été associés à l'extrême droite, un peu à l'extrême gauche. Finalement, là encore, quand on se rend compte avec les porte-paroles, je sais qu'un portrait de chacun des porte-paroles a été publié dans Le Parisien où la moindre petite trace d'extrême droite a été exhumée, disséquée au scalpel. Pour autant, on se rend compte finalement, là encore, que c'est plutôt Monsieur Tout-le-Monde. C'est plutôt Monsieur Tout-le-Monde et je crois surtout que si le mouvement, moi je le crois profondément politique parce que une population qui se retrouve, d'abord ils ont créé du lien social, c'est ce qui à mon avis va être le plus dangereux d'ailleurs pour les hommes politiques dans les années à venir. C'est sûr que ça, en une semaine ça se crée pas, mais c'est des gens qui se sont retrouvés et les corps intermédiaires, recommunautarisés, c'est ça, les corps intermédiaires naturels, on va dire, que ce soit la famille, le bistrot, l'église ou le Parti communiste, pour faire très simple, mais qui leur permettait de se retrouver, qui permettait aux Français de se retrouver encore récemment dans notre histoire contemporaine. Aujourd'hui, il n'existe plus. La famille a été, pour la plupart du temps, explosée et tous les autres ont disparu. Alors, il y a beaucoup de corps intermédiaires qui existent, mais qui sont un peu factices, on l'a bien vu. Ils sont d'ailleurs pas conviés dans cette révolte. Les syndicats, les partis politiques, toutes ces créations, on va dire, qui se révèlent un petit peu artificielles. Donc aujourd'hui, ces gens-là ont commencé d'abord à se retrouver et ils s'adressent directement à l'État en lui demandant finalement de changer profondément de politique ou en tout cas de vision. Emmanuel Macron nous a suffisamment répété pendant la campagne présidentielle qu'il avait un projet. Alors c'est sûr que parfois on a du mal à le définir, mais quand il dit finalement je vais adapter ce pays à la mondialisation, j'appelle mon parti En Marche, c'est encore une fois cette volonté de mouvement permanent et eux ils sont en train de poser la question, à la limite on veut bien bouger, mais on va où en fait ? On va où ? Et nous, on ne veut pas aller a priori au même endroit que vous. Donc, il est profondément politique. Mais sur la question de la politisation du mouvement, ce qu'on voit surtout, à la fois avec les représentants et même les Gilets jaunes qui sont interviewés, c'est que c'est un peuple très dépolitisé. Mais en fait, c'est la conséquence logique de plusieurs années d'abord de dépolitisation du combat politique lui-même, alors qui se penche beaucoup sur l'économie, mais surtout qui tout le monde politique s'harmonise autour de trucs qui devraient être évidents pour tout le monde. Et bien, eux sont en train de rétablir aussi un clivage politique. C'est le bon sens populaire presque. Exactement, qui est en train de leur dire, mais sur telle question, en fait, on veut une réponse claire. Vous pensez ça, vous pensez ça, et nous, après, on choisira. Emmanuel Macron, qui a voulu aussi se poser au-dessus des partis politiques, au-dessus même des clivages politiques qui, à mon avis, sont nécessaires sur beaucoup de sujets, et ben, il a détruit l'opposition qui s'est détruit pour beaucoup de choses elle-même, on est bien d'accord, mais il a pas de catalyseur politique, on va dire, dans le monde politique, et ben, du coup, il a un mouvement des Gilets jaunes parce que même le monde politique, et ben, ils n'en veulent plus. Donc, je crois que essayer de les assigner à une pensée politique ou à une autre, c'est un peu absurde parce que moi, ce que je constate au bout de 10 jours, c'est que c'est surtout des gens très dépolitisés, quoi. Et qui parfois, d'ailleurs, ont des propositions
qui pourrait choquer ou s'identifier au moins à un des côtés de l'échiquier politique, mais du fait de leur absence d'idéologie, en fait, ils n'ont aucune réticence à l'énoncer, en fait. Et c'est exactement ce qu'on voit. En fait, honnêtement, quand on voit la liste de leurs revendications, alors qui peuvent être discutées pour telle ou telle, mais elles ressemblent quand même énormément à ce qu'on a qualifié de populisme depuis des années partout en Europe. Et donc c'est pour ça que je parlais des hommes politiques ou des figures politiques qui pourraient être des catalyseurs d'une révolte ou d'une colère populaire. C'est exactement ce qui manque aujourd'hui en France dans cette revendication. Ils n'arrivent pas à s'identifier à quelqu'un. Ils n'ont pas, alors et on l'a bien vu aux dernières élections, c'est des gens qui soit n'ont pas voté, soit ont voté soit Marine Le Pen, soit Jean-Luc Mélenchon, effectivement. Mais en fait, on voit bien que dans leurs revendications, il y a des revendications très sociales, mais qui ne sont pas des revendications socialistes. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas on veut plus d'aide ou on veut un État-providence. Ils le dénoncent d'ailleurs en disant on veut vivre de notre travail. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, en tout cas venant de la fameuse France d'en bas. Et d'un autre côté, c'est des gens effectivement qui vont dire les déboutés du droit d'asile, il faut qu'ils partent en fait, parce qu'on ne va pas pouvoir s'occuper de tout le monde. Ils le disent avec un naturel qui est quasiment désarmant quand on connaît le discours médiatique et politique qui touche toujours ça avec beaucoup de prudence. Et voilà, tout ça ressemble effectivement. La réponse à Obama, elle s'est appelée Trump. La réponse à Renzi, elle s'est appelée Salvini. Et la réponse en France, elle s'est appelée Gilets jaunes jusqu'à maintenant, en fait. C'est ça. C'est qu'en réalité, si les Gilets jaunes émergent de manière totalement apolitique, on a l'impression qu'ils comblent un vide et une absence de représentants politiques qu'ils jugent dignes de les représenter. Complètement. Il suffit de regarder la dernière élection présidentielle. Je pense qu'effectivement, c'est à ce moment-là que les quelques-uns qui y croyaient encore se sont complètement détachés du monde politique. D'abord, on l'a vu, la campagne s'est faite autour d'affaires beaucoup plus qu'autour de questions politiques. Emmanuel Macron a dit finalement la politique n'existe plus. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est un peu ce qu'il disait. On va se pencher sur des questions économiques parce que tout est question d'efficacité. Enfin, oui et non, l'efficacité d'un projet contre un autre en fait. Donc on peut encore s'opposer au projet d'Emmanuel Macron. Toute la première partie de la campagne a été basée là-dessus. La seconde, c'est encore joué sur l'antifascisme qui finit par lasser tout le monde. Il y a eu ce fameux débat, puis le discours sur le débat qui est également dévastateur pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon n'est même pas accédé au second tour alors qu'il en rêvait. Et tout ça a créé que de la déception sur le terrain politique pour ceux qui y croyaient encore. L'évolution de la France insoumise ces derniers jours, avec finalement la purge des souverainistes qui, eux, étaient plus réticents sur la partie immigration, laisse à penser que c'est pas Jean-Luc Mélenchon non plus qui pourra récupérer ce mouvement. Je pense que honnêtement, dans l'état actuel des choses, personne n'arrivera à le récupérer. Qu'ils aient des réponses à donner. Moi, c'est vrai que le mot récupération, je le trouve un peu insignifiant dans la période parce que les hommes politiques répondent à cette colère les uns et les autres, c'est normal, c'est leur métier en fait. Donc c'est pas forcément qu'ils veulent le récupérer. Puis après qu'un homme politique finalement veuille comprendre et apporter des réponses à la colère d'un peuple dans son pays, je ne sais pas si c'est de la récupération, mais en tout cas c'est son métier et c'est a priori il est assez légitime pour eux de le faire. Maintenant, qu'est-ce qui va être choisi dans ces revendications? C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon ferait bien d'étudier leurs revendications avec beaucoup d'attention, parce que juste après avoir viré un de ses porte-parole qui avait notamment évoqué cette question de l'immigration, alors qu'en Allemagne, son allié principal dit maintenant il faut se pencher sur la question de l'immigration, il renoue finalement d'ailleurs avec un discours de sa famille politique, c'est-à-dire de l'extrême gauche, qui au début même en fait ils se remettent sur Marx, quoi. C'est-à-dire que l'immigration est l'armée du capital. Et ben voilà, les gens le sentent très profondément dans leur portefeuille et Jean-Luc Mélenchon, par idéologie pour le coup, refuse de le voir. Donc à mon avis, c'est un mouvement qui va s'affiner évidemment, mais la réponse politique va être intéressante à voir se construire en tout cas. Alors en tout cas, la réponse politique du gouvernement, elle a été à plusieurs reprises dans le mépris essentiellement. D'abord, la première étape a été de dénigrer ce mouvement populaire qui commençait à émerger. Ça a été le cas la première journée de mobilisation le 17 novembre, où il y avait certes un tout petit cortège qui était sur les Champs-Élysées tout en bas pour essayer d'aller à l'Élysée, mais qui n'y est pas parvenu, mais surtout une mobilisation dans les territoires. Je vous propose de regarder un petit florilège de tweets qui reprenait la mobilisation justement. Les médias traditionnels veulent anesthésier la population en minimisant les chiffres des gilets jaunes, mais on s'en moque, ils n'ont plus de pertinence et ça, tout le monde le sait. On nous enfume avec des chiffres faux. Comment le ministère de l'Intérieur compte-t-il? Plus de 2000 regroupements et affichage de 125 000 participants. Calcul, une moyenne de 62 personnes. Chaque regroupement doit remonter les chiffres. Vue vers Strasbourg, 62 personnes par rassemblement, monsieur Castaner? Les chiffres de participation annoncés ne tiennent pas la route. De 124 000 manifestants, on est passé à 244 000 manifestants sur CNews. Allez, encore un effort, on va arriver aux vrais chiffres. Les vrais chiffres qui font trembler le gouvernement, 9 millions de gilets jaunes derrière les pare-brises.
Le problème des gilets jaunes, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui argumente correctement. Ça manque de chiffres et d'un discours fédérateur. Le politicien ne comprend que le chiffre, autrement, il s'en fout. Alors il y a plusieurs aspects dans tout cela. D'abord, il y a évidemment l'aspect désorganisé de ce mouvement, du moins au départ où il n'y a même pas un cortège national, qui finalement a permis au gouvernement de minimiser énormément le mouvement, alors qu'aujourd'hui on voit aussi, parce que tous les médias focalisent sur ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent dans les territoires, qui sont peut-être d'ailleurs d'un impact supérieur. Je pense notamment à la destruction des radars massifs, 20% de la flotte, 600 radars en tout, des murs qui sont dressés dans les préfectures, devant les conseils régionaux, de ces finalement ciblages de l'État, des symboles de l'État. C'est exactement ça, mais de toute façon, le gouvernement, au début, s'est dit finalement... Il a traité ça comme un mouvement syndical, en réalité. C'est-à-dire, on va minimiser. De toute façon, comme il y a des blocages, et je pense qu'ils comptaient dessus, je ne vais pas me mettre dans leur tête, mais bon, à leur place, tout le monde aurait fait la même chose, parce que c'est comme ça que c'est fait à chaque fois. On va minimiser le mouvement. Ensuite, il y a eu un soutien populaire qui était quand même énorme, et ce qui me fait dire que le dernier tweet était intéressant. Ils ont raison, les hommes politiques ne comprennent que les chiffres. Or là, il va falloir qu'ils comprennent qu'on est bien au-delà des chiffres. Tous l'ont dit. Alors là, tous les gilets jaunes de France, je pense, pas trop m'avancer en disant ça, on dit que la dernière hausse sur le prix du diesel était évidemment un prétexte. C'était la fameuse goutte d'eau, qui a fait déborder le vase. Mais profondément, ce n'est pas une question de chiffres. C'était d'ailleurs intéressant. Vous avez rappelé que tout le monde s'est focalisé pareil sur les violences à Paris. Bien sûr. Le mouvement, même dans les chiffres, qu'ils soient tronqués ou pas, du gouvernement, c'était une infime partie en fait à Paris. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment pas un mouvement parisien. C'est d'ailleurs pas un mouvement de métropole. Et les gens sont restés, malgré l'appel à manifester de manière nationale, d'abord pour des raisons évidentes de coût, tout le monde ne peut pas monter à Paris un samedi, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des gens même proches de Paris qui ont dit mais nous, ça ne nous intéresse pas d'aller à Paris en fait. L'État, on voit bien là où il est ici, parce que l'État nous oublie quand il s'agit de notre école, de notre hôpital ou de la poste. Par contre, il ne nous oublie pas effectivement quand il y a des radars, les centres d'impôt, ça ils sont pas fermés et ils sont bien présents dans chacune de nos maisons, etc. Donc ils ont ciblé l'État, mais là où ils sont. Et là, ils rappellent quand même au gouvernement que, en fait, d'abord, il n'y a pas que Paris en France, il ne devrait pas y avoir que Paris pour s'adresser au gouvernement, et que par ailleurs, ce sont des gens, encore une fois, qui sont de quelque part dans ce pays, et qui s'adressent à un gouvernement qui ne cesse de leur dire, il faut voir quand même, enfin, c'est un symbole, mais Emmanuel Macron, le lendemain ou la veille de cette manifestation, les Gilets jaunes sont déjà très présents dans tout le discours national, médiatique, dans les rues et dans tous les foyers français. Les audiences ont explosé dans toutes les télévisions, donc c'est quand même que ça intéressait les gens. Et Emmanuel Macron, le mot gilet jaune, je crois. Alors déjà, il prononce une fois le mot gilet jaune quand il s'adresse à eux, mais une semaine avant, il est au Bundestag et il se fait applaudir par les députés allemands. Et le lendemain, il est à Bruxelles. C'est quand même hyper significatif. En tout cas, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans son pays. Et là, on a des gens qui lui disent qu'on reste à Limoges, dans le sud de la France, en Normandie, en Corrèze, où vous voulez. On est là et en fait, on aimerait bien que vous vous retourniez vers nous parce que c'est pour nous que vous avez été élus, c'est pour votre pays et non pas pour négocier avec Angela Merkel sur tout ce que doit faire la France. Sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Par exemple. Ou alors pour aller effectivement à Bruxelles, savoir quelles sont les marges de manœuvre. Il y a aussi une vraie question que pose aujourd'hui le peuple français à son gouvernement, alors là beaucoup plus largement qu'à Emmanuel Macron, mais à tous les gouvernements à venir et passé évidemment, c'est finalement quelle est votre marge de manœuvre. Quand Emmanuel Macron dit « je vais garder le cap », je pense que la question de fond, c'est de lui dire « vous gardez le cap pour quelle raison en fait ? C'est vous qui le gardez, c'est-à-dire que c'est une décision politique et alors revient le clivage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron, ça n'est pas qu'une question d'efficacité, ou alors vous gardez le cap parce que, comme l'a dit Emmanuel Macron, c'est des choses qui ont été votées avant, d'abord en France, ensuite au Parlement européen. Quand Emmanuel Macron dit au maire, il y a certaines choses, comment voulez-vous que j'explique ça à Bruxelles ? C'est aussi cette question de la souveraineté que posent les Français à Emmanuel Macron. Vous êtes notre chef, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, en fait. Donc, voilà, la question des chiffres, elle est toujours intéressante dans n'importe quelle manifestation, mais c'est une guerre sans fin, évidemment. La question des violences, ensuite, le gouvernement, dans la deuxième partie, après s'être battu sur les chiffres, à mon avis, a vite compris que ça n'allait pas suffire, et du coup, a essayé de traiter une colère comme un trouble à l'ordre public, ce qui est quand même complètement absurde politiquement. C'est-à-dire qu'il y a une colère de fond, que les gens s'affrontent avec la police. Il faut savoir y répondre pour le traiter, pour éviter que ça s'enflamme dans le pays. Je comprends la considération, on va dire, du gouvernement. Mais par contre, le traiter comme un trouble à l'ordre public, d'ailleurs, on l'a vu, ça a tenu 2 jours et ça n'a eu aucun impact, voire l'impact contraire, dans le soutien à ce mouvement. Donc là, il y a quand même un problème, c'est que quand on pointe du doigt les violences pour les critiquer,
c'est difficile de faire en même temps l'annonce du gel de la hausse des taxes du carburant à La Réunion, où on casse tout. C'est un peu délicat d'expliquer qu'on donne des gages finalement à ceux qui cassent le plus, tout en disant aux autres qu'il faut qu'ils arrêtent de casser. Alors je pense qu'à La Réunion, il y a eu effectivement tellement de violence dès le début et puis une population extrêmement déterminée. Largement décorrélée d'ailleurs des Gilets jaunes. Qui est largement décorrélée des Gilets jaunes. On sait que là, pour le coup, c'est inflammable en 4 secondes. Ce qui est en train de se passer en France, c'est quand même un peu nouveau. En tout cas, pour des hommes politiques, j'allais dire de l'âge d'Emmanuel Macron, mais c'est pas son jeune âge particulièrement, mais je veux dire de cette génération-là, politiquement, ils ont quand même jamais eu affaire à ça. C'était quand même toute cette population qui disait jamais rien. On prenait Pierre pour déshabiller, enfin, on habillait Paul, enfin je sais plus. Un truc comme ça. Voilà, bon. Et en fait, ces gens-là ne disaient jamais rien. Ils ont tout encaissé, tout. Encore récemment, quand Emmanuel Macron, enfin depuis en tout cas qu'il est président de la République, il faut voir, quand il dit on va dédoubler les classes en banlieue, eh ben, ça veut dire qu'on va enfermer 200 à 600 quand même en ruralité. Et c'est des gens qui ne disaient jamais rien. Et là, tout à coup, ils parlent. Donc c'est vrai que c'est assez nouveau. La Réunion, c'est moins nouveau. Donc on traite en disant surtout donner ce qu'ils veulent parce qu'on sait que ça peut s'enflammer très rapidement, un peu comme avec les banlieues. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est la manipulation de la violence. On commence à la connaître. Regardez, encore très récemment, à Paris, sur cette même avenue, la Coupe du Monde, il y a eu des dégradations qui étaient énormes. Pour le coup, il n'y avait aucune revendication de la part de ces manifestants. C'était de la joie. Ils ont pillé des magasins, ils les ont détruits. L'avenue ressemblait à rien à la sortie. Mais là, il fallait beaucoup moins en parler. Pourquoi ? Parce que c'était un peu rabat-joie, quoi. C'était surtout une célébration populaire. Bon, il y a eu quelques casses, machin. Bon, là, la casse devient extrêmement importante, quasiment plus que des revendications qui sont réelles, d'abord, et pour la plupart, extrêmement légitimes. Donc, il y a quand même évidemment une manipulation, je crois, que tout le monde a fini par voir. Et puis, alors après, évidemment, nous ramener d'un côté à la peste brune, de l'autre côté à la fin du monde, parce que là, ça y est, la France est prise entre deux étaux. C'est soit les années 30, soit la fin du monde avec le réchauffement climatique. Bon, pour des gens qui ont construit toute leur vie politique en se battant contre le fascisme qui ravive les peurs dans ce pays, c'est un peu trop gros en fait. Ils ont été beaucoup trop loin à la fois dans leur communication et dans leur déconnexion. Je pense que là, ils vont le payer cher. Alors, on va revenir quand même sur un point des violences. Évidemment, c'est les forces de l'ordre qui ont été à plusieurs reprises instrumentalisées, on va le dire. Même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui ont circulé pour expliquer que les CRS retiraient leurs casques et laissaient passer les manifestants, même si les Champs-Élysées est sans doute un cas un petit peu à part, puisque clairement, je pense que c'est très compliqué de gérer la situation au vu des artères perpendiculaires et au vu de pas mal de choses, et puis au vu aussi de l'interdiction initiale d'aller sur les Champs-Élysées qui s'est transformée en tolérance et en quartier de sécurité autour de l'Élysée. Il y a quand même un problème, c'est que finalement, on entend la police en crise depuis plusieurs années. Les commissariats sont vétustes, ils n'ont plus de matériel pour travailler, ils ne peuvent plus se protéger, ils sont la cible de plus en plus d'attaques dans les manifestations. On pense évidemment aux lois travail avec le cocktail Molotov dans la voiture, on pense à Viry-Châtillon, etc. Finalement, le tout pour évidemment un salaire souvent relativement moyen, pour ne pas dire pire. Finalement, on a l'impression que la police serait parfaite dans le mouvement des Gilets jaunes, et pourtant c'est la police qu'on envoie contre les Gilets jaunes. Et alors c'est un peu délicat. Et oui, parce que je crois que là se pose la question à laquelle tout le monde a du mal à répondre, c'est qu'il y a l'institution policière dont le métier est de protéger les institutions, en l'occurrence en ce moment le gouvernement, l'Élysée sur les Champs-Élysées, et puis l'institution policière est composée de policiers qui sont aussi des Français. Quand il y a 80% des Français qui n'en peuvent plus de rien, eh ben, il y a évidemment des policiers, sachant que c'est effectivement une profession qui est mal payée, et quand on les écoute, là encore, ça n'est pas qu'une question de chiffres, parce qu'ils disent surtout, on ne s'est pas engagé pour faire ça. Donc là aussi, il y a une crise profonde de sens, c'est-à-dire à quoi on sert. Alors là, évidemment, quand ils sont sur les Champs-Élysées, ils servent évidemment à défendre d'abord sur l'avenue, mais également vers l'Élysée lui-même, évidemment, où se trouve le président de la République. Donc c'est particulier par rapport à ce qui se passe en province, mais évidemment, les indiscrétions, on va dire, qui émanent à la fois de Beauvau, mais même des policiers, disent que en province, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'y a rien à défendre, comme, en tout cas pas comme l'Élysée, je veux dire, il n'y a pas de point de cristallisation qui pourrait devenir vraiment problématique en province, et qu'effectivement, on a vu souvent des policiers ou même des gendarmes être extrêmement bienveillants à l'égard des manifestants. Parfois, c'est exactement l'inverse qui se passe. Je pense que ça dépend aussi de qui est là, de comment ça se passe, et de qui donne les ordres sur place, etc. C'est un peu difficile de faire un gros sac, mais sur les Champs-Élysées, ce qu'on a vu surtout, c'est que les CRS l'ont dit d'ailleurs, c'était une manifestation particulièrement difficile pour eux.
honnêtement, quand on voyait comment ça se passait, on avait surtout l'impression d'un sous-effectif. On a un préfet qui nous dit la veille, personne ne passera sur les champs. Encore une fois, en 2013, quand la manif pour tous, il y avait beaucoup de monde. On ne va pas se rebattre sur les chiffres, mais il y avait énormément de monde. Le préfet avait dit personne n'ira sur les champs. De fait, personne n'est allé sur les champs. Il y avait des camions avec les barrières anti-émeutes qu'on n'a pas vu samedi dernier. Ils n'étaient pas là. Et là, on a vu, ils ont commencé à gazer autour de la place. Et puis au bout d'un moment, ils ont arrêté de gazer. Donc tout le monde est passé sur les champs. Donc il y avait une volonté. Ensuite, les policiers avaient effectivement à faire des affrontements. Et du coup, le reste, la casse, etc., c'est pas ça dont ils allaient s'occuper à ce moment-là. Donc ils ont séparé les manifestants. Mais du coup, entre chaque groupe de manifestants, il y avait aussi des policiers pris en étau. Donc finalement, la police a fait son travail. Les manifestants ont exprimé leur colère, on va dire. Voilà, ont fait leur travail aussi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont opposés à la police, qui était évidemment leur barrière avant les institutions. Mais du coup, effectivement, là va se poser encore une fois, mais toujours la même question au gouvernement. C'est-à-dire que même au sein de la police, et on l'a vu cette semaine avec des pompiers qui ont exprimé leur colère de manière extrêmement claire dans les rues, etc., avec la police, ils vont finir par se dire l'institution, elle tient. Mais au sein de l'institution, il y a également une crise et une colère qui est réelle. Ils ne peuvent pas faire semblant de ne pas le savoir au sein de la police. Donc jusqu'à quand tout ça va tenir? C'est quand même vraiment la question qui se pose aujourd'hui aux politiques. Et alors justement, hier, j'ai rencontré un policier, les commandants de police, Laurent Cassio-Horry. Je lui ai posé la question de ce paradoxe, finalement, de défendre un État qui joue contre soi. Les policiers sont touchés par cette espèce de politique depuis 40 ans qui veut qu'on taxe à tout prix, à tout moment, sur tout. Donc évidemment, les policiers subissent les conséquences financières de cette politique. Alors après, sur le plan humain, bien évidemment qu'il y a beaucoup de policiers qui sont derrière les gilets jaunes, hein, qui soutiennent les gilets jaunes. Pour l'instant, ça se voit pas trop. Heureusement, parce que sinon on est le dernier rempart, hein, je crois. J'ai l'impression qu'il ne reste plus que la police, hein, les pompiers, un peu l'armée, quoi. Voilà. Si ça fait tomber les casques et la police dépose les armes, attention, très gros danger. Qui peut prédire l'avenir là actuellement? On est dans une période très difficile, très dangereuse. Je suis pas devin, je peux pas vous dire si la police va rejoindre les gilets jaunes à un moment ou à un autre. Au final, on peut peut-être se demander, même si c'est pas souhaitable quelque part que la police rejoigne les gilets jaunes, parce que si on se place du point de vue des manifestants, encore une fois, comme le dit ce monsieur, c'est le dernier rempart avant de réussir à mettre un vrai coup de pression, entre guillemets, aux institutions. Alors là, du coup, si effectivement ce dernier rempart institutionnellement, encore une fois, tombe, alors là, les manifestants ont directement affaire aux politiques. Et alors là, on va pouvoir commencer à parler de révolution beaucoup plus que de révolte. C'est-à-dire, en fait, sans mutinerie, on est toujours dans la révolte. C'est ça. Le fossé se tient là. Bon, moi, je suis assez peu révolutionnaire dans l'âme, hein, je vous le cache pas, donc parce que je crains toujours, effectivement, qu'une révolte qui est légitime et qui a des revendications légitimes, quand elle se transforme en révolution, c'est-à-dire que c'est baigné de vengeance et c'est souvent extrêmement violent, et en fait commence une guerre, et une guerre, on sait toujours comment elle commence. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais surtout, non seulement on sait toujours comment elle commence, mais c'est surtout qu'elle finit toujours, ou en tout cas à un moment, par se retourner contre ceux qui l'ont créée, parce que se repose inévitablement la question du chef, de l'ordre à donner, de qui va prendre la tête de ce mouvement-là et qui va prendre la tête d'un pays. On peut pas vivre, alors là, c'est en ça que je suis pas du tout de gauche non plus, c'est-à-dire qu'on peut pas vivre dans un pays de manière totalement horizontale, comme le voudraient certains, là, en regardant le mouvement, en se disant c'est génial. En fait, d'ailleurs, à chaque fois que la gauche a essayé de le faire, ça s'est appelé Libération, on va prendre un truc horizontal, puis ils se sont rendus compte qu'un chef, c'était bien. Ça s'appelle le média, où on va faire une assemblée de gens qui vont réfléchir ensemble à ce qu'on va faire, puis ils se sont dit, en fait, un chef, c'est pas mal. Et en fait, ça se voit à chaque fois. C'est-à-dire que là, pour l'instant, moi, je suis pas de ceux qui veulent presser absolument les gilets jaunes de trouver un chef pour pouvoir parler avec le gouvernement, parce que je crois que cette révolte n'en est pas là, en fait. Parce que pour avoir une traduction politique, il faut savoir en fait, dans quel sens on veut aller, parce qu'ils savent où ils ne veulent plus aller, ces Français. Ils ne savent pas où ils veulent aller aujourd'hui, parce qu'il faut se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on veut, etc. En revanche, effectivement, du coup,
Est-ce que l'institution policière doit tomber? En fait, c'est pas que je le souhaite ou je le souhaite pas, je sais pas du tout où ça en est aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la police est fragile parce qu'elle va mal, elle aussi, d'abord en elle-même, ce métier va mal. Les policiers, il y a un coup de blues qui même parfois se transforme très régulièrement en suicide. Bon, alors le suicide a toujours beaucoup de causes, mais quand c'est récurrent comme ça dans une profession, il y a évidemment un problème à la fois professionnel, de sens quotidien. Donc je pense que la question se pose beaucoup plus aux politiques qu'à nous-mêmes. Je ne sais pas si pour le pays, il faut souhaiter l'anarchie totale et le chaos pour que ressorte quelque chose. Et quoi en fait? C'est surtout que moi, après, à la limite, pourquoi pas enfin, je veux dire que les policiers rejoignent les Gilets jaunes et disent bon, finalement, nous, on ne protégera plus. De toute façon, derrière, il y a encore l'armée et eux, en général, obéissent quand même... un peu plus, en se taisant, la fameuse grande muette est beaucoup moins bavarde de fait que la police, en tout cas aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le politique devrait prendre ça en compte. C'est-à-dire que là, finalement, leur protection repose sur un métier qui est lui aussi bien en crise, quoi. Et alors très rapidement, on est début décembre, évidemment les fêtes de fin d'année, de Noël vont arriver. On s'attend inévitablement à un essoufflement du mouvement. Pour autant, finalement, si on réfléchit en janvier, ces gilets jaunes et toute cette France qui souffre va avoir le droit au prélèvement à la source, ce qui va lui permettre de découvrir un salaire revu à la baisse, même si au final, sur l'année, ce ne sera pas forcément le cas, mais force est de constater que ce sera plus bas. Il y a des chances que ça reparte quand même de plus belle au début de l'année. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que là, en termes de calendrier, j'allais dire ce pauvre gouvernement, je ne sais pas si je le plains particulièrement, mais là, ils n'ont vraiment pas de bol. C'est-à-dire qu'effectivement, le prélèvement à la source, dont tout le monde a eu peur il y a quelques mois, ça a été très bégayant, etc. Et ça le sera sans doute d'ailleurs. Ça le sera probablement déjà dans l'exécution, mais même si tout se passe bien, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, tout le monde va réaliser exactement la part que prend l'État, qui est... Tout le monde l'a bien ressenti depuis des années. Énorme. Enfin, quand on s'en rend compte tout à coup sur sa feuille de paye, ça peut effectivement non seulement exciter la colère de certains, ou alors même la justifier encore un peu plus. C'est-à-dire se dire, oui, bah, effectivement, on se rendait bien compte que l'État nous prenait beaucoup de choses, mais enfin là, ça y est, on le sait exactement à la virgule près. Bien sûr. Donc, effectivement, si tout le monde se calme pendant Noël parce que il y a des vacances et que certains vont quand même avoir la chance de retrouver leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, même si effectivement, on l'a vu, c'est beaucoup revenu dans ce mouvement des Gilets jaunes. Les cadeaux de Noël. Certains redoutent évidemment de ne pas pouvoir faire de cadeaux, etc. Mais il y a quand même, nos vies et nos joies ne sont pas faites que de cadeaux et de pouvoir d'achat au moment de Noël. Donc j'espère que, heureusement, mais j'espère que la plupart des Français pourront passer un joyeux Noël quand même. Mais voilà, en revenant au mois de janvier, effectivement, il y a, en tout cas, ça va apporter de l'eau à leur moulin, ce prélèvement à la source. Donc effectivement, il y a fort à craindre et de toute façon, quand bien même, honnêtement, ce mouvement des Gilets jaunes lui-même ne trouverait pas comment se recycler, on va dire, à la fois politiquement, syndicalement peut-être, ou populairement, cette colère, elle est là. Et il n'y a aucune raison que les fêtes de Noël passées, elles ne s'expriment plus. Alors peut-être qu'elle va se rendormir pendant quelques temps, mais pour mieux revenir, donc il faudrait quand même, à mon avis, trouver rapidement une réponse et même la comprendre en profondeur. Et je pense que là, il y a une réflexion quasiment philosophique à avoir du côté du gouvernement. Je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts à l'avoir encore. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo, d'autant plus qu'on est de retour sur YouTube comme on peut. On verra pour combien de temps. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.